Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectif, argent. Des rêves d'enfants en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement. Vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic. Souvent, il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée, car oui, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir enfin celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Devenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, quand on parle de rap féminin en France, plusieurs noms reviennent encore immédiatement en tête. Mais avant toutes ces artistes, il y a eu une première génération, une génération qui n'avait aucun modèle. On a dû convaincre qu'une femme avait autant sa place qu'un homme derrière un micro. Notre invitée fait partie de cette génération. Elle fait partie de ces femmes pionnières du rap français, artiste engagée, femme de caractère. Elle a connu les débuts du hip-hop, le succès, les préjugés, les drames, la reconstruction et aujourd'hui une reconnaissance portée par sa foi. Madame, messieurs, je suis avec Lady Lusty. Bonjour Lady Lusty. Bonjour Soledad, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci Magnifique, à merci, toi. merci. Je suis face à mon idole. Je vous Waouh, assure, je vous jure que c'est waouh. vrai. Il y a des artistes qui vous accompagnent quand vous êtes jeune fille. Toi, tu m'as accompagnée. Euh, j'ai écouté ta musique. Tu nous as donné à nous toutes, à un moment d'une période de nos vies, une vraie force. Il y avait Aline, une petite fille née en Guadeloupe, une enfant dont l'histoire commence bien avant le rap. Bienvenue Lady Leslie, qu'est-ce que je suis heureuse de te recevoir. Quand tu regardes la scène rap aujourd'hui, est-ce que tu réalises que tu fais partie de celles qui ont ouvert la porte? Écoute, je ne m'en rends pas compte vraiment, mais tu sais, dans toute chose nouvelle, parce que nous, quand on a commencé, on a pris le hip-hop, le rap des États-Unis et on se l'est approprié. Donc, quand on est des précurseurs, forcément, ben, on est le début de la route. Donc, oui, peut-être que j'ai pu influencer des personnes. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, tu sais, des dizaines de femmes remplissent des zéniths grâce au rap. Euh, mais est-ce qu'elles seraient là si quelques femmes comme toi n'avaient pas été la pionnière? Comment t'es venue à commencer dans le milieu du rap? Quand j'avais 8 ans, et j'ai connu ce grand truc, en fait, parce que dans le hip-hop, il y a plusieurs arts, par un artiste que j'ai vu à la télé, c'était sur TF1, un artiste noir. Dans les années 80, on ne voyait pas ça à la télé. Et il s'appelait Sydney, et il faisait une émission qui s'appelait HIP, HOP. Ça veut dire hip-hop. Et j'ai découvert donc le hip-hop à travers la danse, le break dance. Et ce que j'aimais bien, c'est que Ciné il nous montrait les pas de danse et il le disait sur un ton saccadé. C'est ce qui va après m'entraîner à connaître le rap. Mais le hip-hop, comme je disais, cette grande chose. Il y a le DJing, il y a le rap, les danseurs, les breakdancers, le graffiti. Et tout ça, ça fait le hip-hop. Et j'ai rencontré le hip-hop à travers Sydney dans une émission qui s'appelait HIP, HOP, par le Smurf. Le Ah, ouais, le Smurf. Smurf. Aline, Lady Lusty, où est-ce que tu as grandi? Dans quel quartier? Alors, j'ai grandi, quand je suis arrivée en France à 5 ans, mes parents habitaient à Levallois-Perret. Et ensuite, on a très vite déménagé en banlieue, dans le 95, à Villiers-le-Bel. Et après, Villiers-le-Bel, on a quitté pour aller à Garges-les-Gonesse. Et j'ai passé mon enfance de 8 ans jusqu'à 19 ans à Garges-les-Gonesse dans le 95. Tu es guadeloupéenne, Ouais. ton père quitte la Guadeloupe grâce au Bumidum, ce Mm. programme qui faisait venir des milliers d'Antillais en métropole. Puis ta mère le rejoint quelques années plus tard. Euh, c'est toi qui arrives. Quand tu regardes cette histoire aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Comment tu... Euh, Si je regarde la globalité de mon parcours, euh, on peut dire hein, que j'ai morflé parce que c'était pas évident déjà d'être séparé de sa terre et on m'a retiré, hein, on m'a pas expliqué, hein,
Il y a vraiment eu cette coupure-là. Et après, ben, j'ai vécu avec mes parents et j'ai compris la difficulté de vivre en France en tant que noir. Mais dans le cocon familial, c'était chaotique en fait. Eux, ils venaient vivre le rêve français. C'était Exactement. quoi le rêve français? Ben, pour eux, c'était trouver du travail, pouvoir élever leurs enfants et leur permettre de faire des études finalement. Parce qu'en Guadeloupe, bon, à part le soleil, la plage, il y avait hein, la culture du bananier, du chocolat, etc. Mais finalement, il n'y avait pas beaucoup de travail en fait. Et Hmm. c'était l'opportunité pour mon père de venir en France et de découvrir l'Hexagone en fait. Et toi, tu connaissais jusqu'à tes 5 ans cette vie douce en Guadeloupe, Oui. la Ah mer. ouais, les chèvres. Là où j'habitais, c'était sur un grand terrain vague et il n'y avait pas beaucoup de maisons parce que ben, ceux qui habitaient là, ils avaient acheté ce terrain. Et d'ailleurs, il y a une rue qui s'appelle Desfontaines. Desfontaines, c'est le nom de ma grand-mère. Il y avait une rue à son nom Oh. parce qu'il y avait que elle. Et voilà, il y avait le soleil quand je me réveillais, la mer au loin, les Hmm. plages. Ma grand-mère avait des chèvres, donc j'allais leur donner à manger. Pour moi, c'était la Et belle toi, vie. tu avais 5 ans en J'avais 5 arrivant. ans, Tu t'en rappelles? pas trop. Je me rappelle pas, mais je me souviens de ce que me disaient mes oncles et mes tantes là-bas. Moi, c'était le rêve sur terre là-bas. Hmm. Et tu t'es déjà senti entre deux cultures, parce que la Guadeloupe, c'est la France, Bien sûr, mais il y a quand même deux cultures totalement différentes. Euh... T'appartiens à quelle culture, toi? je suis française. Je suis française. Euh, Et en même temps, je suis guadeloupéenne, je suis guadada, même si j'ai pas vécu là-bas, parce que la réalité de la Guadeloupe maintenant, c'est pas la réalité de quand j'avais 5 ans. La Guadeloupe passe par ses difficultés, etc. Mais en vrai, je me sens Ah, tu m'as eu, je me sens je me sens guadeloupéenne, même s'il y aura des gens qui diront, ouais, mais tu vis pas là-bas, tu connais pas nos difficultés. Je suis née là-bas, en fait. Ce que Je suis née j'aime, là-bas, donc, c'est quand on te fréquente et qu'on t'interviewe, tu racontes que petite, tu savais que tu ferais quelque chose d'extraordinaire. ouais. Je, J'adore ça. Mais je- quoi, c'était des rêves que tu Non, faisais? même pas. C'était comme. Je savais que il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait plus que ce que je vivais, en fait. Je sais pas si Une conviction. Voilà. Papa, tu me connais. Moi, je suis une femme qui marche avec conviction et je savais depuis petite, même si je passais par mes difficultés au niveau de la famille, etc., mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. Hmm. Tu disais avoir découvert le rap à 8 ans, le hip-hop Mhm. exactement. Au départ, tu danses d'ailleurs le hip-hop. Oui. Et comment ça se fait qu'un jour, tu préfères prendre le micro? T'avais quel âge là? Alors, j'ai vraiment commencé par la danse. Alors, j'ai eu mon bac et du fait de difficultés qu'il y avait à la maison, j'ai pas pu faire de grandes études. J'aurais peut-être pu faire un bac plus 2, mais je suis pas très grandes études, moi. Et finalement, je travaillais je faisais des petits boulots et je vivais chez mon copain à l'époque à Paris, je me rappelle. Euh, et j'ai rencontré deux jeunes filles extraordinaires qui dansaient, qui aimaient la danse, qui aimaient le hip-hop. Et je me suis associée à elles et on a créé un groupe de femmes. On était des femmes indépendantes. Ça s'appelait Histoire d'elles. Et on dansait pas derrière les rappeurs, nous. Hein. Non, 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 ni devant ni derrière. Nous, on était un vrai groupe. On faisait nos chorégraphies. La chorégraphe, elle s'appelait Barbara. Elle faisait les chorégraphies. On dansait. On assumait le fait qu'on était des femmes. Et notre spectacle, c'était le feu, en fait. Du fait qu'on avait eu un spectacle, on a commencé. Tu te souviens de Cut Killer? Très Eh bien. ben, Cut Killer, c'était notre manager. Ah ouais, Waouh, Kate Killer, c'était oui, votre c'était notre manager. Là, manager. on parle de quoi? Les années 80-90? Les années 80, oui, 90. 90, 90. Tu 90. imagines, en Hein? 2026, on parle de la libération des Ah, femmes ah, et des baddies qui ah. prennent le Ouais, mais micro. arrêtez avec les On baddies. oublie. Arrêtez avec les baddies. On était d'ailleurs les premières baddies, arrêtez. Parce que nous, notre danse sur scène, on se déshabillait sur scène. Hein. On avait une tenue, mais en fait, on voulait montrer aux hommes notre indépendance, mais tout en se respectant. C'est ça le truc. Et du coup, euh, on faisait des tournées avec des rappeurs. Ils n'avaient pas l'habitude de voir des femmes comme ça qui dansaient toutes. Et puis, on était comme ça, on se laissait pas faire en fait. Et quand j'ai vu que,
Parce qu'on regardait les rappeurs, une fois on avait dansé, on les regardait faire leur show. Et là, il y a quelque chose qui est monté en moi. Je me suis dit, mais il y a mieux. Parce que dans notre musique, on s'exprimait. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre moyen plus haut de pouvoir parler avec les convictions que j'avais dans mon cœur. Parce que dans mon parcours, dans mon enfance, je me suis sentie victimisée parce que finalement, j'avais pas le droit de dire ce que je pensais. Mon père, c'était quelqu'un de très violent, il avait beaucoup de problèmes et on vivait dans la peur quand on vivait à la maison. Et du coup, entre nous, on n'a pas appris à se dire je t'aime. On était un peu des enfants sauvages, un peu dans ce petit cocon et on vivait une violence verbale, physique. Et du coup, j'étais très renfermée. Mais à travers la danse, j'ai pu m'exprimer. Et là, j'ai trouvé un autre moyen de m'exprimer, c'était le rap. Donc, Ton espace de voilà, liberté. c'est ça. Et c'est là que parce qu'à l'époque, je côtoyais les Sléo, donc c'était un des groupes avec qui on tournait quand on dansait. Et je leur exprimais mon désir de vouloir rapper. Et donc, je continuais la danse, mais je travaillais en secret pour pouvoir mettre en place ce personnage de Lady Leslie que je me suis créé, en fait. Qu'est-ce que Lady Leslie pouvait dire qu'Aline n'osait pas dire? Aïe, 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 tellement de choses, tellement de choses. Et ben, en fait, tous mes albums, tous mes albums racontent ce que j'ai jamais pu et j'ai jamais eu l'occasion de dire, en fait. Parce que en vrai, j'étais quelqu'un de timide. J'étais quelqu'un de timide. La danse me permettait de m'exprimer avec mon corps, mais ma bouche aussi avait des choses à dire. Et c'est là que ben, j'ai sorti ce que j'avais dans le cœur. J'ai sorti respecte mon attitude. Parce que à l'époque, quand tu étais une femme qui rappait, soit les garçons, enfin les hommes, on va dire que c'est des hommes, te regardaient comme si tu étais une groupie, soit ils te regardaient, t'es une groupie. Et donc, moi, je me suis dit, hey, j'ai des choses à dire qui sont là dans mon cœur. Donc, on me donne le micro, je vais prendre le micro et je vais dire tout ce qui me passe par la tête, en fait. À quel moment tu comprends que c'est pas un loisir, que c'est plus un loisir, mais une vocation, que tu allais en faire ton métier? En fait, dès le début, parce que j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, en fait. Je travaillais mes textes, je travaillais avec un des rappeurs des Sléo qui s'appelle Ko. On travaillait l'attitude, on travaillait le flow, on travaillait les textes. Donc, dès le début, pour moi, c'était pas de la plaisanterie, en fait. Dès le début, c'était pas de la plaisanterie. Je savais que j'avais des choses à dire et j'allais les dire, et tout en restant féminine, évidemment, parce qu'à l'époque, on portait des baguilles. Mais nous, les meufs, on portait des baguilles avec des petits hauts, des petites boucles d'oreilles, un peu de maquillage. On avait notre féminité. Donc, je voulais pas être un garçon parmi les garçons. Je voulais être une femme parmi les hommes. Et c'est pour ça que devant mon nom, j'ai mis Lady. Ça veut dire Lady, c'est une dame, en fait. Lady, ouais. Donc, même si tu me respectais pas, en disant mon nom, tu me respectes. T'as vu, c'est fort, hein? En disant mon nom, J'adore. tu vas me respecter. Et Lestie, à l'envers, parce qu'on parlait beaucoup à l'envers à l'époque, ça veut dire stylé. La femme stylée, la dame stylée, en fait. C'est exactement la signification de mon nom. Et j'étais très pour le respect des femmes. Très, 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 très pour le respect des femmes. En 2026, on a accès à Internet, au podcast, on sait comment se lancer dans une carrière artistique grâce à casting.fr et d'autres comme nous, là, la bascule, ce qu'on est en train de faire. Mais dans les années 90, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et c'était le début du rap. Vraiment, NTM était arrivé comme un truc genre, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort, Ayam, les nègres marrons, machin. Mais c'était genre, qu'est-ce qui se passe? Et tout venait des États-Unis. Bien sûr. LL Cool J, machin. Bien sûr. Et toi, comment tu as fait pendant cette époque où personne n'expliquait rien, et encore moins à des femmes? Comment tu as appris à faire du rap, à te faire produire? Comment tu as fait? Bah alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à travailler avec un des rappeurs des Sléo. Donc, c'est eux, je le dis, c'est eux qui m'ont appris à me poser sur un beat. C'est eux Après, c'est moi qui écrivais mes textes. C'est eux qui m'ont appris à être à être une artiste. Quand j'avais studio, j'arrivais à l'heure. C'est eux qui m'ont appris tout ça, en fait. Et ensuite, la production, ça a été par Jimmy J, parce que il a sorti les Cool Sessions 1. Et du coup, comme moi, j'avais fait un petit freestyle sur l'album des Sléo en 1995, le freestyle s'appelait Ne joue pas avec le feu. Et je fais un petit couplet de 8 où je rentre vénère. Hein. Là, j'avais pas le temps, moi. Voilà. Et c'est là que tout le monde a entendu que voilà, je rappais et que j'étais
bien motivée dans ce que je faisais. Et du coup, par Jimmy J, il m'a demandé de faire les Cool Sessions 2. En fait, c'est du bouche-oreille. C'est parce que j'ai travaillé avec les Sléo, qui connaissaient Jimmy J et qui travaillaient aussi avec Jimmy J. Et donc, après le freestyle, j'ai eu cette proposition de faire la compilation Cool Session 2. Et voilà, boule de neige, voilà, bouche-oreille, boule de neige. Est-ce que je me trompe, mais à cette période, il n'y avait pas une autre femme comme toi? Il y avait Sté. Mais en fait, la différence avec Sté, c'est qu'elle, elle s'est considérée comme un homme. Toi, Alors, t'étais ultra féminine. même moi, Je j'étais... me rappelle encore de la couverture de Black Black Mama, Mama, ouais. avec mais ce corset là. Et en plus, c'est pas du Dior, c'était une marque de ouf, hein. Jean-Paul Gaultier? Oui, ou un truc comme ça. Donc, moi... Est-ce que tu avais conscience d'être en train d'ouvrir une voie Non, et non. de nous transmettre à nous, femmes de cette génération, tu nous donnais la force parce qu'on était un peu écrasés par toute cette génération D'hommes, de rappeurs. ouais. Et là, tu permettais d'ouvrir une voie. T'en avais conscience? Non, franchement, j'y ai pas réfléchi. C'était peut-être égoïste de ma part. Je voulais juste raconter ce que j'avais dans le cœur, tout simplement. Et j'aimais ce que je faisais. J'aimais le rap. J'aimais beaucoup le rap. Parce que, une fois que, bien sûr, les textes, c'est important, mais il faut avoir le bon beat, il faut avoir le bon flow, tu vois. Et je vais te dire quelque chose. Heureusement que le rap m'a attrapé parce que je sais pas ce que je serais devenue, en fait. Parce que ça m'a donné une direction, ça m'a donné une directive. Moi, comme je te disais, je me réveillais, j'accompagnais ma fille chez la nounou et après, je me mettais à écrire mes textes. C'était carré, moi. Je suis pas un artiste qui filme des gens au studio, qui se réveille la tête. Non, 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 non. Pour moi, c'était un métier. C'était discipline, voilà. Travailler, toujours travailler la discipline. Pourquoi t'aimes pas qu'on parle de rap féminin? Parce que pendant tout mon parcours, les journalistes, comme j'étais un ovni pour eux, ils ne savaient pas comment faire avec moi parce que j'étais une femme, mais c'est pas que j'étais dure, mais on ne pouvait pas me marcher sur la tête, on ne pouvait pas me faire dire ce que je voulais pas dire en fait. Donc ils se sont dit, bon, une femme, on va lui parler du rap féminin. Mais à un moment donné, je leur ai dit, mais hé les gars, moi, je suis un rappeur féminine. Je suis un rappeur qui est une femme en fait. Donc arrêtez, au bout d'un moment, j'ai dit, arrêtez de m'appeler rappeuse en fait. Moi, je fais la même chose que mes collègues. Sauf que, évidemment, vous voyez bien, je suis une femme, je m'habille différemment. Alors, peut-être qu'effectivement, dans les textes et dans la manière de faire parvenir mon message, il y avait quelque chose de plus qui est inné à la femme. Mais, pour moi, le rap, c'est pas une histoire de mec ou de femme. C'est juste, tu dis ce qu'il y a dans tes tripes et voilà. T'avais le sentiment de devoir être meilleur que les hommes pour être vraiment respecté ou pas? Oui, à chaque fois, Soledad, à chaque fois. On devait toujours faire plus. On devait toujours montrer plus. On devait gratter plus, gratter aux portes. Et je me souviens parce que quand j'ai été faire le freestyle avec les Sléo, ils avaient invité tous les artistes qui devaient être dans le freestyle, donc, et moi, la meuf. Et donc, je suis arrivée dans le studio, c'est comme si c'était un jugement. J'étais dans la cabine et la cabine, elle est là. Et devant moi, comme là où vous êtes assis, là, tous les mecs, ils étaient comme assis. Et ils me regardaient. Vas-y, maintenant, on va voir. On va voir. Ils ne savaient pas. Donc moi, j'ai posé ma petite feuille, j'ai pris mon casque. Co qui travaille avec moi m'a dit, hey, tu sais quoi, tu fais comme d'hab. Pa. J'ai commencé à rapper. Je prends la parole sur le mic sans que l'on m'invite. Et là, les gars devant eux, ils étaient là. Ils se sont tous levés. Oh, mais pourquoi en fait? Parce que j'étais une femme et il fallait que je pousse plus. Il fallait que j'écrive plus. Il fallait que j'écrive mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça pour te dire que depuis la nuit des temps, c'est comme ça, nous, les femmes. C'est pas que dans le rap, c'est dans journaliste, n'importe quel type de métier, avocat, femme d'entrepreneuriat. C'est la même chose. Vrai ou vrai? On est toujours obligé de se justifier. On est toujours obligé de montrer qu'on est capable. Parce que nous, on est la matrice, on porte les enfants. Et en même temps, si on ne veut pas être juste une femme à la maison, on va travailler. Eh bien, on est obligé de montrer. Écoute, c'est comme ça.
Finalement, comme ça. ces rappeurs, ils finissaient par te respecter Mais bien sûr qu'ils ou m'ont t'en as, respecté. ils n'ont pas été très gentils? Non, tous, ils m'ont respecté. Et même ceux qui voulaient pas me respecter, eh ben, si tu as quelque chose à me dire, tu viens. Moi, je vais aller parler avec toi là-bas. Parce qu'en fait, je me laissais pas faire, en fait. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas un rappeur qui est venu me dire, ouais, gna gna gna. S'ils avaient quelque chose à dire, j'ai dit, bah, viens me voir. Personne n'est jamais venu me voir, Soledad. Et même s'ils parlaient dans leur, c'est pas grave. En fait, j'étais tellement convaincue que j'étais capable que ça se voyait sur mon être entier. Tu vois, c'est comme mon aura, parce que j'étais capable, parce que j'avais des choses à dire. Même si c'était pas les mêmes textes que vous, même si l'ego des femmes est peut-être moins élevé que l'ego des hommes, mais j'avais des choses à dire et je le disais avec mes 1,60 m, hein, et jusqu'à maintenant. Personne n'est venu me voir pour me dire ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, gna, gna, gna. Personne. Et je mens pas. Aujourd'hui, quand tu vois toutes ces femmes réussir, est-ce que tu te dis parfois, nous avons rendu cela possible? Oui, je me dis ça. Après, moi, je suis humble par rapport à ça parce que je me dis, moi, j'ai posé ma petite pierre, la petite pierre que je pouvais poser dans le rap français. C'est vrai que si j'avais pas été là, Sté, Diams et toutes les autres rappeuses, ça aurait pas été possible en fait. Et c'est chaque période, une femme a posé une pierre et qui fait qu'aujourd'hui, le rap, c'est une des musiques les plus vendues en France parce que dans la culture urbaine, c'est une des musiques les plus vendues, les plus écoutées en fait. Qu'est-ce qui différencie le rap de votre génération et celui d'aujourd'hui? Aïe, 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 on va rentrer là-dedans. J'ai tellement de choses à dire. Mais ce qui différencie le rap d'aujourd'hui, c'est que c'était dans les débuts, en fait, on devait tout inventer, entre guillemets. On devait tout rechercher par nous-mêmes. Comme tu le disais, il n'y avait pas Internet, et surtout, on n'avait pas de modèle. Et il y avait un engagement, il y avait une notion d'engagement sociétal C'est ce que qui j'allais était dire. hyper C'est ce que j'allais dire. intéressant. Et les textes aussi, les textes voulaient dire quelque chose. Les textes étaient. C'est toute l'histoire du rap. C'est une musique revendicatrice. C'est un mouvement culturel. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que c'est encore un mouvement Non, ça fait culturel? longtemps que c'est plus comme ça. Après, je veux pas critiquer, c'est la génération qui fait ça. Hmm. Mais je pense que ça a perdu un peu de son essence du début. Tu rencontres Sébastien Farran, qui Mm. deviendra ton mari, le père de tes deux enfants, Mhm, qui est quand même l'un des managers les plus influents de la scène musicale française. mhm. Donc, tu es la seule chanteuse rap qui épouse le plus beau manager. Parce qu'en plus, il Il était très, 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 très beau. beau. Ah là là, il était très, très, Ouais, très, très, très très, beau. très beau. En quoi cette rencontre a changé ta vie en tant que femme? Déjà, avant de le rencontrer en tant que manager, je l'ai rencontré en tant qu'être humain, tout simplement, dans une période qui n'était pas facile pour moi parce que je l'ai rencontré avant la mort de mon frère Rudy. Et il a été vraiment une source. Il m'a tenu, en fait. Parce que la mort de mon frère Rudy, c'était quelque chose tellement horrible que si j'avais été seule, je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Seb m'a tenu la main, il m'a aidé, il m'a dirigé dans le sens où moi, je voulais aller partir faire des bêtises. Et il m'a dit non, reste accroché à ta musique. Reste accroché. T'as vu, t'as une fille. Euh, Même pas. Léa n'était pas encore née. Hein. Hmm. Quand j'ai appris la mort de mon frère, 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Hmm. Donc, Sébastien, c'est lui qui m'a porté pendant cette période. Et après, les choses ont évolué. Il était déjà manager de NTM. Gros succès. Exactement, il était manager des Raga Sonic. Et après, il a été manager de Johnny Hallyday. Donc, cette rencontre, pour moi, c'était même pas une rencontre de business. En vrai, c'était une rencontre. En fait, je faisais pas confiance aux hommes à l'époque. Je voulais pas avoir d'enfants parce que de ce que j'ai vécu de mon enfance. Et quand j'ai rencontré Seb, il a changé tout mon univers. Et il a été, mais pour moi, c'est un homme extraordinaire. Il a une intelligence musicale, de vie, et vraiment, et puis surtout dans la musique, il s'y connaît, mais il connaît beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le fait d'avoir rencontré Sébastien, ça a été une grande source C'était un grand soutien, vraiment, pour moi. À cette époque, le rap permettait-il réellement de bien gagner sa vie? Oui, moi j'ai bien réussi parce que j'ai signé dans une maison de disques. C'était Universal à l'époque. J'ai pu faire des concerts, etc. Mais à l'époque, j'ai bien réussi ma vie parce qu'on découvrait tout aussi. Donc, comme j'étais une femme,
ça marchait moins bien que les garçons, évidemment. Parce que je ne sais pas pourquoi. Le public, il était présent, mais. Et ça, c'est au niveau des maisons de disques, hein, ils avaient encore du mal avec les femmes. Et moi, le fait que j'ai pu signer dans une maison de disques, ça, c'était une bénédiction parce que ça veut dire que j'avais du soutien derrière, ça veut dire que j'avais la machinerie de Universal derrière, ça veut dire que. Et puis, j'ai eu le morceau Essie qui est passé, mais tellement de fois à la radio. Donc, oui, j'ai bien gagné ma vie, mais la preuve en est, les autres, celles qui étaient là un petit peu avant moi, elles ont pas, c'était pas top parce qu'on était des femmes. Et tu écrivais toi-même de façon sereine. Tu l'as dit d'ailleurs que la stabilité était importante pour toi. C'est ce qui Oui. te donnait l'opportunité d'écrire. Exactement. Et avec Seb, j'étais stable. En fait, Seb, c'était vraiment euh, la personne que Dieu a mise sur mon chemin pour me donner la stabilité que je n'ai pas eue quand j'étais enfant. Ma vie, c'était le chaos total. Hmm. Et c'est pour ça non plus que je voulais pas d'enfants, parce que moi, je me suis dit que si je voulais des enfants, il fallait qu'ils aient une vie stable. Hmm. Et en rencontrant Seb, ça m'a permis d'avoir une vie stable. Ça m'a permis d'écrire justement dans la tranquillité. Ça m'a permis de laisser ma fille chez la nounou et d'écrire. C'est vraiment, vraiment lui qui m'a permis de bien évoluer dans le rap. En 2026, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se lancent de façon indépendante. Mhm. Est-ce que tu penses que les artistes étaient justement rémunérés à l'époque par les maisons de disques? Non, en fait, quand tu arrivais là-bas, soit tu voulais signer en distribution, soit tu signais, comme moi j'ai fait chez Universal. Donc, tous tes droits leur appartiennent, hein, jusqu'à maintenant, hein. Ah oui, 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 oui. Les morceaux, mes paroles m'appartiennent. Si je chantais quelque part, ça m'appartient. Mais la rémunération, c'est eux qui l'aperçoivent encore. Et donc, c'est clair que les artistes à l'époque, et surtout, encore une fois, je le dis, les femmes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, euh, c'était pas bien rémunéré parce que i- les maisons de disques se sont appropriées le hip-hop et se sont assis dessus et ils ont dit, entre guillemets, c'est nous qui contrôlons. Donc, si vous voulez faire du hip-hop, vous êtes obligé de passer par nous. Aujourd'hui, la musique a changé. Il y a beaucoup plus maintenant de maisons de disques indépendantes, enfin, pas des maisons de disques, mais des personnes qui sont indépendants. Et maintenant, on peut aussi signer en distribution. Ça veut dire que toi, tu fais ta life et c'est la maison de disques, tu signes un contrat avec eux pour qu'ils distribuent ton disque. Après, maintenant, le streaming et tout, bon, alors c'est encore un autre niveau de. Voilà, je suis pas trop au fait de ça, mais à l'époque, déjà, les femmes, c'était pas ça, mais même rémunération, c'était pas top non plus. On m'a chuchoté à l'oreille que tu as un projet, que tu veux créer une structure afin d'accompagner les jeunes artistes. Un tox ou un faux? Non, non, c'est vraiment vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire et vraiment pouvoir les accompagner aussi. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui se lancent dans la musique indépendant, mais il y a plein de choses qu'ils doivent savoir. Tout seuls, ils peuvent pas y arriver. Enfin, il y en a qui y arrivent, mais c'est pas évident. Et j'aimerais leur partager mon expérience, les diriger. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Après, voilà, il faut des fonds, faut rencontrer les bonnes personnes, etc. Mais euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je suis pas encore morte. Les bascules. On est sur le podcast de la bascule. Tout à l'heure, tu parlais de ton frère Rudy qui Mhm. disparaît tragiquement. Euh, Comment est-ce qu'on continue à créer après une telle douleur? Alors, figure-toi que quand Rudy est mort, j'étais en studio. Parce que c'est le lendemain du studio que ma mère m'appelle pour me dire Rudy est décédé. Et donc, t'imagines bien que mon monde, il s'effondre. Est-ce que tu veux nous parler de lui? Bien sûr. Quel âge il avait? Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? on avait un an de différence. À l'époque, moi, j'avais 23 ans, donc il avait 22 ans. Et non, moi, j'avais 23 ans et lui, il avait 22 ans. Donc, mon frère, il n'a pas eu de papa. Ça veut dire que mon père était là, mais mon père n'a jamais su être un père pour nous, ses quatre enfants. Et il était beaucoup dans la violence, dans l'alcool, dans le me, myself and I. C'était toujours lui, lui, lui. Et comme je te disais, nous, on était quatre enfants proscrits dans un coin et on obéissait à ce qu'il nous disait de faire, etc. Et Rudy, en grandissant, donc, il a commencé à traîner avec les mauvaises personnes. On habitait à Garges-les-Gonesse, hein, pas très loin de Sarcelles, pas très loin de tout ce qui se faisait au niveau de la drogue, etc. Et du coup, il a commencé à traîner avec des potes à lui, mais qui l'ont dirigé vers
le commerce illégal de drogue. Et j'apprends qu'ils vendent du shit. Moi, à l'époque, j'avais déjà quitté la maison parce que ça n'allait pas. Bah, oui, ça n'allait pas du tout là-bas, chez mes parents. Il a essayé de récupérer de l'argent qu'un ami à lui devait. Bon, je fais l'histoire rapide. Il a choisi la mauvaise solution. Il est parti chez son copain, mais il avait pris un fusil à pompe. Donc, du coup, il est allé là-bas. Ils se sont disputés, j'imagine. Et puis, le coup, il est parti. Moi, je suis persuadée que ce jeune homme, il voulait pas tuer mon frère. Ils travaillaient ensemble. Enfin, travaillaient, ils vendaient de la drogue ensemble. Donc, et Rudy est mort sur le coup. Et en fait, j'en voulais même pas à ce jeune homme. J'en voulais à mon père. Parce que depuis que mon frère est né, il s'est jamais occupé de lui. Il a jamais eu le rôle d'un père. Il nous a jamais appris les bonnes choses. Il nous a jamais appris les bonnes valeurs. Tout ce qu'on savait, c'est soit on l'avait appris par nous-mêmes, ou soit c'était notre mère qui nous avait appris. Et ta maman dans tout ça, elle était quel genre de mère elle était? Elle était soumise, en fait. Elle était écrasée par le caractère, l'autorité de mon père. Et elle subissait aussi, hein. Il la frappait, il la trompait. Enfin, et elle a essayé de faire avec ses petits moyens. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, parce que quand même, aujourd'hui, on est quand même des enfants qui sont là pour elle. Elle nous a éduqués. Elle nous a permis d'avoir des vacances, elle nous a permis d'avoir des jouets à Noël. C'était notre source de vie. Si elle n'était pas là, on ne serait pas là aujourd'hui, en fait. Elle avait épousé pas la bonne personne. Exactement. Et elle l'a rencontré, elle avait 16 ans et elle était accrochée à lui. Je sais. En fait, c'était beaucoup par la peur, en fait. Beaucoup par la peur. Une femme sous emprise. Exactement. Je pense que j'en voulais beaucoup à mon père, parce que c'est par sa non-présence et sa non-éducation que mon petit frère est parti là-dedans. Et j'ai été à son enterrement et c'était tellement horrible. Heureusement que Seb, il était là, c'était un soutien pour moi, sinon je me serais jetée par terre. Et la femme forte, là, tout à l'heure, tu disais, bah là, elle n'était pas forte du tout, hein. Mais j'étais à son enterrement et j'avais cette colère en moi Il y avait beaucoup de colère de mon passé par rapport à mon père, mais c'était une colère en plus qu'il est venu rajouter, en fait. Et la chanson, parce que tu as cet art de la transformation et de dépassement de soi qui est ultra inspirant, mais toujours, tu transformes, tu dépasses. Et tu as écrit la chanson Et si. Et si, ouais. Écoutez-la, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas, parce qu'elle touche encore énormément de personnes. Elle sauve des vies. Tu me racontais en coulisses tout à l'heure que quelqu'un t'avait écrit récemment en disant j'allais faire une connerie, et puis je l'ai écouté. Wow. Et puis ça a été un succès de dingue. J'ai envie de te dire, d'après toi, pourquoi ça a autant marché? Même moi, je connais un peu la réponse, parce que cette chanson, elle sortait tellement du cœur. C'était un cri, c'était tellement authentique, et c'est ce qui fonctionne finalement. Mais oui. Comment tu as écrit cette chanson? En fait, je voulais pas qu'elle sorte, hein. Moi, cette chanson, c'était une chanson pour mon frère et moi. Comme il était parti, je me disais que peut-être il va entendre cette chanson, parce que, comme je t'ai dit, on nous a pas appris à montrer nos sentiments. On s'est jamais dit on s'aime. Mes parents m'ont jamais dit on t'aime. Et du coup, je m'en suis vraiment voulu, parce que je lui ai jamais dit que je l'aimais, mon frère, quand il était sur terre. Ça se voit, dans mes actions, ça se voyait, mais Dieu nous a créés avec une bouche, et j'ai pas utilisé cette bouche pour le... Peut-être ça l'aurait sauvé. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'écrive cette chanson pour Rudy. J'ai écrit cette chanson pour Rudy, mais à chaque fois, je l'écrivais. J'ai pris beaucoup de temps pour l'écrire, parce qu'à chaque fois, les larmes, elles coulaient. Mais c'était vraiment dur pour moi de l'écrire, mais il fallait que je l'écrive. Et quand on a fait écouter le disque final à la maison de disque, ils ont kiffé la chanson, ils voulaient la sortir. Et moi, j'ai dit non. Bah non. Non. Je disais non parce que je me rendais compte que c'était une chanson personnelle et que j'étais incapable de la chanter devant tout le monde. J'allais pleurer, Finalement, ils ont décidé de la sortir. Finalement, ça a été un gros succès. Et à chaque fois que je devais la chanter, Soledad, franchement, je me disais, mais Seigneur, permets que j'aille jusqu'au bout, en fait. Et tu me vois comme ça, là, je la chante et tout, mais pendant des années, j'avais cette colère, j'avais cette souffrance, parce que je me disais, si jamais j'avais dit à mon frère que je l'aimais, si jamais j'étais là pour lui, ça se trouve, il serait pas mort, ça se trouve, il aurait vu sa nièce et son neveu, tu vois. Tu as même écrit un livre. Oui. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait, Lady Leslie? Tu as écrit un livre. Tu racontes l'une des blessures les plus profondes dans ta vie, qui en 2026 résonne. Tu les vois, toutes ces femmes, à 19h, place Vendôme, crier, hurler pour Liana et tant d'autres.
Il semblerait qu'en 2026, enfin, le collectif entende et comprenne qu'est-ce que c'est que l'enfance en danger, qu'est-ce que c'est que les prédateurs, qu'est-ce que c'est que les pédocriminalités, qu'est-ce que c'est que violer un enfant. Tu expliques que la personne qui aurait dû te protéger, celle dont tu parles depuis tout à l'heure, ton père, est devenue celle qui t'a le plus détruite. Tu racontes cette histoire et merci parce que, encore une fois, tu es une des pionnières à en avoir parlé. Aujourd'hui, grâce à des femmes comme Stéphanie Pilonka qui ont réalisé un film récemment, Andrea Bescon, les associations comme Les Papillons, toutes ces associations. Mais toi, encore une fois, est-ce que tu te rends compte, Lady Lusty, que tu as été une des premières qui a osé raconter sa vie? En plus, dans un milieu de rap où c'était comme... Parce que le problème des victimes, c'est qu'on a honte. Bien sûr. Et le problème des victimes, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et est-ce que j'ai eu la bonne attitude? Mais toi, encore une fois, tu as été la première. Encore une fois, tu as osé raconter ce qui détruit le plus une enfant. Oui. Et je vais te demander de nous le raconter. En fait, comme tu disais, c'est mon papa. Hein. Bon, alors, je savais qu'il était spécial, je savais qu'il avait des problèmes avec l'alcool, la colère, etc. Mais ça restait mon papa, je l'aimais quand même. Et puis, ce jour-là, quand il a décidé de faire cet acte immonde, euh, je pouvais pas vivre ça. C'est comme si je voulais pas être là, en fait. Tu étais une enfant. Oui, j'avais 16 ans. Et en fait, ce qui a déclenché ça, c'est quand j'ai eu mes règles, en fait. Et dans sa tête, il s'est dit, ah, c'est une femme maintenant. Parce que mon père, sa particularité, c'est qu'il aimait les jeunes filles. Moi, souvent, il me racontait que il achetait des jeans à des filles et puis après, il couchait avec elles, en fait. Des filles de 16 ans. Et, euh, et il m'a emmené dans un parking à Sarcelles. On n'habitait pas très loin, à Garges-les-Gonesse. Et bon, il était ivre, comme d'habitude. Mais quand je l'ai regardé pour lui dire, papa, fais pas ça, il était plus ivre, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Il savait très bien ce qu'il allait faire. Et il l'a fait quand même. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. Et je ne pouvais pas rester là. Donc, c'est comme si mon esprit était parti ailleurs. Parce que je pouvais pas être... Mon corps ne pouvait pas être là à vivre ça, en fait. Et il a fait ça pendant 1 an. 1 an. Et pendant les 1 an, dans mon esprit, il y avait « dis-le, dis-le ». Et de l'autre côté, il y avait une pensée qui disait, mais non, regarde, tu ne l'as pas dit au début. Ça se trouve, tu as kiffé. Donc, les gens ne vont pas te croire. Et une autre pensée qui disait, vas-y, mais dis-le, dis-le. Pendant 1 an. Et alors, des fois, j'arrivais à m'enfuir. Mais qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Hein. Donc, des fois, j'arrivais à m'enfuir. Je sortais de la voiture, je roulais, comme dans les films de cascadeurs. Franchement, je m'enfuyais, je dormais dans des caves, etc. Et ma mère, elle voyait rien, elle était aveuglée. Et plus elle voyait rien, plus ma colère augmentait aussi vis-à-vis d'elle. Et à un moment donné, j'allais avoir 17 ans. La dernière fois qu'il a fait ça, j'ai dit, c'est fini en fait, je ne peux plus supporter ça. Et il m'a accompagnée à la maison, j'ai été à l'école, j'étais dans le bureau de la CPE, je suis rentrée. Alors la CPE, tout gentil, bonjour mademoiselle, que puis-je pour vous? Et moi, je lui dis de but en blanc, mon père me viole depuis 1 an. J'avais plus d'émotion. Hein. Et là, elle ouvre des grands yeux. Elle me dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Et là, elle m'a demandé de lui raconter. Ensuite, elle a appelé la police. Et la police est partie le chercher directement à la maison. Et le cauchemar était fini. Le cauchemar était fini. Parce que tu avais 16 ans et que tu pouvais en parler. J'avais 17 ans. Ça s'est passé de 16 à 17 ans. Aujourd'hui, des enfants de 4, 5, 6 ans n'ont pas la chance, entre guillemets, de pouvoir exprimer. On a vu, et je voudrais embrasser Anna Kopp et son associé, qui sont les avocates qui défendent les 9 familles qui ont porté plainte. Et tu vois aujourd'hui que cet homme a été relâché alors qu'il y a 9 plaintes. Et tu te rends compte que toi, tu as sorti ce livre en quelle année? En 2015. En 2015. Et quand tu as osé en parler à la CPE, tu avais donc 17 ans, tu en as parlé à ton entourage? Non, j'avais honte. Ma famille, oui. Et encore, ma mère, c'est ce qui a fait aussi que j'ai quitté la maison très tôt. C'est que, alors, j'en veux pas parce qu'à l'époque aussi, elle était enfermée dans sa bulle, la femme victimisée qui savait pas comment s'en sortir. Mais quand j'en ai parlé, elle me dit, mais...
la police m'a ramenée à la maison et elle m'a dit, mais c'est vrai ce que tu as dit à la police? Et je l'ai regardée comme ça. Je lui ai même pas répondu, je suis montée dans ma chambre. C'est pour te dire comment elle était influencée, comment elle était sous l'emprise encore de mon papa, en fait. Et pendant longtemps, elle est partie le voir en prison. Et donc, c'était une victime aussi. Et c'est pour ça aussi que je suis partie de chez moi très tôt, etc. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, elle est libérée de tout ça. Mais c'était pas Pourquoi évident. est-ce que c'est si difficile pour une victime de parler? Pourquoi est-ce qu'il y a cette emprise? Pourquoi est-ce qu'il y a cette honte? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression que c'est à cause de nous que ça arrive. On a l'impression que qui va nous écouter? En fait, moi, j'avais 16 ans, mais les enfants de 4 ans, ils sont même pas encore formés dans leur tête. Ils se disent, mais qui va me croire? Qui va m'écouter, en fait? Et on a l'impression, je le redis, que c'est à cause de nous. Et on veut pas parler. Et on se dit, ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, les enfants de 4 5 ans, c'est plus qui va me croire? Qui va m'écouter, en fait? Moi, en plus, à l'époque, j'étais au lycée, je faisais ma belle au lycée, personne ne savait ce qui se passait à la maison. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ça là-bas? Après, tout le monde va me dire, ah ouais, elle s'est fait violer par son père. Gna, gna, gna. Même à ma meilleure amie, j'en ai même pas parlé pendant les 1 an. Tu te rends compte? Personne, même à mon petit frère Rudy, personne. Je gardais ça en secret. Et tu m'as demandé tout à l'heure, j'étais la première. Mais en fait, je me suis dit que j'ai écrit ce bouquin pour montrer aux gens que ça existe. Parce que plus on garde les choses dans notre cœur, plus ça devient un secret de polichinelle, quelque chose que... Et en fait, je voulais exposer ça pour que ça ne se passe plus, non seulement dans ma famille, mais les gens qui vont lire ce bouquin, écouter les émissions. Et d'ailleurs, j'ai fait l'émission de Hardisson, voilà, que son âme repose en paix parce que il est décédé, mais il m'a permis de passer à la télé pour parler de ça, en fait. Comment a réagi justement ton entourage, les mecs du rap, les amis? Comment ils ont réagi? La famille, ta grand-mère, les oncles, les Alors, tantes? je crois que vous avez tous honte. Du côté de mon père à moi, euh, j'avais fait un sacrilège en fait. Pourquoi j'étais raconté ça? Pourquoi j'étais C'est ça raconté qui ça? est vraiment T'as vu? injuste. Mais c'est pas grave parce que moi là, je me suis dit, c'est la dernière fois que ça arrive dans ma famille. Parce que imagine-toi que ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à mes tantes et à mes... Ah, T'as coupé avec j'ai ce qu'on appelle coupé. le bagage familial. Exactement. C'est pour ça que j'ai ouvert ma bouche. Et que même si les gens de ma famille n'étaient pas d'accord, vous savez quoi? Moi, je vivais mes combats. Je vivais mes combats. Je voulais arrêter ce curse, cette malédiction qui était sur notre famille, en fait. C'est tellement important. Voilà. Tu es allé enquêter, tu es allé te Mais renseigner, tu bien as sûr. découvert que tes Mais bien tantes avaient sûr. découvert ça. Mais de côté de mon père, mes tantes ont vécu ça avec mon grand-père, en fait. Donc en fait, c'est quelque chose qui se transmet Exactement. de De génération en génération en génération. génération. Et voilà, et j'ai ouvert ma bouche parce que je voulais que ça n'arrive pas à mes enfants, ça s'arrête à moi. J'ai dit, ça s'arrête à moi. Un Ça va être pas. de lumière d'une grande force, Lady Lusty, toujours. Et en 2003, tu as eu un AVC. Aïe, 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 aïe. Un Ah, AVC. On dit souvent que les choses n'arrivent pas par hasard. mhm. C'est quoi un AVC? Ben le sang n'arrive plus à ton cerveau et blackout. Moi, c'était la carotide gauche qui a été touchée, donc le côté droit du cerveau, tout ce qui est la mémoire, euh, tout le côté droit a été bloqué. Et je pense, avec du recul, etc., que par rapport à tout ce que j'ai vécu, mon cerveau, il a dit, tu sais quoi? Désolé, Aline, hein, on va faire un reset, en fait, parce que je portais toute cette colère, hein, du moment où je suis arrivée à 5 ans jusqu'à mes 30 ans, parce que j'avais vécu des traumas de ouf. Et tu as fait quand même. Tu as été maman, tu t'es mariée, tu as sorti des titres, tu es allée à la télé, tu as fait des concerts. Et tu faisais. Mais Ouais, est-ce mais que tu as préservé ta santé? non, Rien. non, parce T'as que pas j'ai respiré, pas tu voyais respiré. pas de psy. Oui, je voyais pas de psy et je me suis dit, allez, on fait comme si, allez, Je résiste. je résiste. Quand mon frère est décédé, j'ai pas eu de deuil, j'ai pas eu... Et en fait, je voulais
pas me dire que Rudy était mort. Donc, je continue à avancer. Je continue, comme toujours fait. J'ai continué à avancer. J'ai continué parce que je me suis dit, si jamais je m'arrête, je vais Je tomber. tombe. Je tombe et je me relèverai plus. Mais à un moment donné, mon cerveau, il a dit, allez, blackout, on va reset. Et c'est ce qu'il a fait, en Ça a fait. été très, très grave. Très, très Tu grave. as perdu la parole. Oui, parce que je suis restée longtemps, longtemps seule. C'était une époque où avec Seb, on s'était un peu séparés et je dormais seule à la maison. Léa était chez la grand-mère de Sébastien, la maman de Sébastien. Et donc, j'ai dormi seule la nuit. Donc, si j'étais avec quelqu'un, ils auraient vu les débuts de cet AVC. Mais j'étais pendant 8 heures toute seule. Donc, mon cerveau, il a eu le temps de bloquer du côté droit. J'ai perdu la parole, j'ai perdu la mémoire. Je reconnaissais plus ma fille. Je reconnaissais plus ma mère, ni mes frères et sœurs. Je reconnaissais plus personne. Mais, parce qu'il y a quelque chose de toujours positif dans tout ça, quand je me suis réveillée, en fait, il m'avait mis dans un coma artificiel pour savoir un peu ce qui m'arrivait. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. Je ne pouvais pas parler, mais mon esprit, il était toujours en éveil. Et dans mon cœur, j'ai dit, merci Seigneur. Parce qu'en fait, tu n'as pas permis que je meure. Tu as voulu, je sais, c'est arrivé, mais je sais qu'il y a encore d'autres choses que je dois faire. Tu as toujours gardé la foi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu dis que tu t'es vraiment tournée Mhm, vers Dieu. mhm, Tu souhaites écrire des chansons davantage tournées vers Dieu. mhm. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Diams, Oui, qui a bien eu sûr. un immense succès. Et à un moment, elle a fait OK, Ouais, elle a fait stop OK. les gars, Ouais, je m'en remets à Dieu. ouais. Je crois que notre parcours se ressemble un peu, hein, finalement, hein. Elle a eu un très, très grand succès. D'ailleurs, on a fait un titre avant que elle soit connue comme ça. On a fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a fait un titre qui s'appelait Respect. Parce que on a commencé à nous comparer dans le milieu du hip-hop, à dire ah, elle rappe mieux que toi, gna gna gna, ou elle rappe- Et du coup, on s'est pas laissé faire. On s'est dit, ah, ils veulent nous séparer, on va s'assembler. Et on a fait ce morceau avec Diams qui s'appelle Respect. Voilà, si je te l'enverrai pour que tu puisses l'écouter. Mais et finalement, nos parcours sont presque similaires. Et à un moment donné, elle a décidé de se tourner vers sa foi. Et moi, pareil, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, depuis tout ce temps, il était avec moi, il marchait à mes côtés. Mais moi, Raconte-moi la rencontre justement avec ah, la foi. waouh, waouh, waouh. Euh, Donc, c'était après donc, l'AVC. J'ai réécrit un autre album, mon troisième album. Je me suis mariée avec Sébastien cette fois-ci parce qu'on n'était pas mariés. On a eu mon fils Théo. Parce que Euh, la guérison, elle a été toute même longue Ah oui, après cet ça a AVC. duré 2 ans, mais encore, il y avait encore des séquelles, hein, des séquelles. Mais j'ai quand même fait un album parce que quand c'est arrivé, mes fans, ils ne savaient pas ce qui se passait, etc. Et je peux te Et dire vous que vous êtes rabiboché avec Sébastien. oui, oui, on s'est rabiboché. On s'est mariés en 2005. Et Théo, il est né en 2006. Et je me suis dit, voilà, Seigneur, maintenant j'ai une famille, ça va aller. Mais ce que je savais pas, c'est que mes traumas, ils étaient toujours là. Et que quelqu'un de blessé blesse. Et j'ai beaucoup blessé Sébastien parce que je ne savais pas comment faire, où chercher, etc. Et malheureusement, il a demandé le divorce. Je peux te dire que c'était très dur. J'ai passé un an en mode dépression, mais après, je me dis non, faut que je trouve le pourquoi du comment. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, j'ai été voir un psy. Parce que moi, je disais, non, les psys, c'est pour ceux qui sont fous. Moi, je suis pas folle. Tu sais. Et j'ai été voir un psy à cette époque. C'était en 2009, quelque chose comme ça. Et la rencontre avec mon Seigneur Jésus, ça a été extraordinaire parce que, évidemment, je voulais pas y aller. Évidemment, ma sœur, elle m'a proposé de venir avec elle, ma petite sœur, qui avait rencontré Jésus plusieurs années avant. Elle m'a demandé de venir avec ma mère et mon oncle et je voulais pas y aller. Et puis, en fait, c'était un week-end où j'avais pas les enfants, donc je me suis laissée entraîner là-bas, toujours dans la menace. Je vais pas... Parce que ça durait un week-end. Elle m'a dit, un week-end, je lui ai dit, je viens que ce soir, après, je viens plus. Ouais, elle m'a dit, oui, oui, oui. Donc, on m'a emmenée là-bas et je suis arrivée dans un endroit où, un peu comme un stade où il y avait euh, des gens bizarres. Parce que moi, j'ai toujours connu l'ambiance de l'église. L'église, il faut rester silencieux, comme ça, la tête baissée.
Là, c'est tout le contraire. Les gens, ils étaient joyeux, ils chantaient les louanges au Seigneur, ils l'adoraient. Et c'était des chansons qui bougent, hein. Donc moi, j'étais là, je chantais, tout ça, ta, ta, ta. Et puis, vraiment, j'ai vraiment, à un moment donné, senti comme si ici, là, au niveau du bassin, il y avait quelque chose qui brûlait, un feu qui brûlait. Et du coup, moi, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et donc, le feu, il commence à monter. Je te dis feu parce que c'est la sensation que j'ai ressentie. Et le feu, il monte, il monte. Et moi, je sais pas comment faire. Alors, j'ouvre la bouche. Et là, Soledad, hum, je commence à pleurer. Mais c'est pas des pleurs de je suis fatiguée, j'en ai marre. C'est des flots de pleurs. C'est comme si toutes de 5 ans jusqu'à 30 ans, jusqu'à 38 ans, parce que ça m'est arrivé, j'avais 38 ans, jusqu'à 30, tout ce que j'avais pas pleuré pour le décès de mon frère, pour l'AVC, pour le viol que j'ai subi, pour les maltraitances qu'on a subies quand on est enfant. Tous ces pleurs-là, ils sont sortis en flot, en flot. Et j'ai vraiment senti, littéralement, comme si on m'enlevait des charges sur les épaules, comme si pendant toutes ces années, j'avais des fardeaux lourds sur mes épaules et je sentais qu'on me les enlevait. Et je regardais ma soeur en pleurant, elle me disait non, t'inquiète, elle était plus loin, elle me disait ouais. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis une fois que j'ai arrêté de pleurer, je me suis sentie tellement légère, libre. Et là, j'ai levé les mains au ciel et j'ai dit, Seigneur Jésus, viens faire ce que tu as à faire en moi. Et je suis restée tout le week-end. Je suis restée tout le week-end et le dimanche, je suis rentrée chez moi. Et parce que le pasteur qui parlait à cet événement, il disait, ceux qui ont rencontré Jésus, gloire à Dieu, mais maintenant, trouvez-vous une église parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc moi, bête et méchante, j'ai été sur mon ordinateur, j'ai cherché une église pas très loin de chez moi, j'en ai trouvé une à Bastille. Et le dimanche d'après, j'ai été à l'église. C'est pas une église comme les catholiques avec une grande croix. C'est une salle et les gens rentrent, ils s'assoient et on écoute le pasteur. Et Soledad, ça a changé ma vie. Du moment où je suis arrivée, tous les dimanches, je pleurais. J'écoutais ce que disait le pasteur et j'avais l'impression que il parlait de moi. Il parlait de moi à chaque fois, à chaque fois. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me faire baptiser. C'est pas comme les catholiques où on met de l'eau, hein. C'est tout entier. Je me suis fait baptiser tout entier. Une immersion. Exactement. Et comme Jésus, il est mort et ressuscité. Nous, on nous plonge dans l'eau. On considère que tous nos péchés, tout ce qu'on était avant, c'est fini et on ressort nouvelle Une créature. renaissance. Renaissance. I be born again. Et c'était extraordinaire. Et depuis 2010, je marche avec Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui rêve de prendre un micro, qui n'ose pas, qui subit de la pédocriminalité, de l'harcèlement à l'école, qui se sent pas assez? Par où commencer justement? Déjà, je lui dirais que tout ce qui se passe autour d'elle, c'est une victime en fait. C'est pas de sa faute. Le problème quand on est victime, c'est qu'on a tendance à se dire que personne ne va nous écouter, qu'on ne vaut rien, que c'est de notre faute, etc. Ça m'est arrivé quand j'ai été dire que mon père me violait. J'ai eu ces pensées qui me disaient ouais, mais en fait, c'est ta faute. De toute façon, qui va t'écouter? En fait, ça, ce sont des pensées qu'il faut que tu rejettes en fait. Et Dieu, moi je dis Dieu parce que c'est celui qui m'a montré qu'il était là pour moi tout au long de sa vie. Il t'aime, il t'a créé. Et même si tu crois pas en Dieu, eh ben, moi je sais qu'il existe en fait. Et ce que je conseillerais à ces jeunes filles qui passent par ces moments difficiles, c'est de vraiment essayer de s'entourer de personnes positives déjà. Pas des gens qui disent oh non, mais ton histoire c'est pas vrai, ah, c'est bon, vas-y, arrête de faire ta victime. Non, c'est essayer de s'entourer de gens qui croient en elles, qui veulent leur bien, essayer de s'entourer de personnes qui veulent qu'elles sortent de ce trauma, parce que c'est un trauma. Ce que tu as vécu, c'est vraiment un trauma. Et si jamais, avant de commencer à prendre le micro et à essayer de chanter ou rapper, il faut d'abord que tu puisses être guéri, en fait. Moi, ça a été, je suis passée d'abord par les psys, et ensuite, ben, après, moi, c'est Dieu qui m'a guéri, tout simplement. À chaque fois que j'allais à l'église, à chaque fois, il enlevait, je me voyais comme un oignon, et à chaque fois que j'allais, il enlevait une peau, et
en tout cas, avant que ton art puisse sortir, il faut d'abord que tu sois guéri. Tu peux passer voir un psy, quelqu'un qui peut t'aider. Moi, c'est passé par le psy et par la foi, mais moi, je crois que tu es une merveilleuse créature. Je crois que tu es capable de faire des choses extraordinaires comme moi. Quand j'étais petite, je savais que j'allais faire des choses extraordinaires et c'est pas fini. et, et vraiment, vraiment, dis-toi que tu es une personne que Dieu aime, en fait. Si la petite fille qui quittait la Guadeloupe à 5 ans pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle penserait de la femme que tu es devenue? Je crois qu'elle serait fière de moi quand même, hein, parce que j'ai eu ces moments d'enfer dans ma vie. Mais une chose qui est restée, c'est que j'ai jamais désespéré. Je me suis toujours battue. Je me suis toujours dit, c'est l'image qui me vient à l'esprit, c'est comme si j'étais un boxeur et on me tape dessus, je suis par terre, je suis KO, mais en fait non, je suis pas KO en fait, je me relève et je me bats et je suis extrêmement contente que j'ai eu ce caractère de battante en fait. Lady Lesty, tu vois, je termine avec des larmes aux yeux. Merci. Merci pour d'avoir accepté de revenir sur un parcours qui dépasse largement la musique. Tu fais partie de celles qui ont ouvert une porte. Voix trouble, j'arrive même pas à lire. Une porte que beaucoup d'autres femmes ont franchie après toi. On dit qu'en 2026, c'est la libération de la femme. Tu l'as fait bien avant. Mais au-delà de la pionnière, nous avons découvert aujourd'hui une femme qui a su transformer ses blessures en force, son histoire en transmission et sa foi en espérance. À la bascule, nous croyons qu'il existe toujours un moment où tout change. Ton parcours nous rappelle qu'on ne choisit pas toujours les épreuves de sa vie, mais on peut choisir ce que l'on en fait. Merci de nous inspirer autant. Merci d'avoir partagé ton histoire, ton féminin. Merci de nous donner espoir. Merci d'avoir partagé ta bascule avec nous et à très bientôt. Merci beaucoup Soledad, à très vite.